Sorti en 2006, Death Note est l'un des mangas et animés les plus connus au monde. Court et intense, il sait nous tenir en haleine jusqu'à la fin. Pour certaines personnes, c'est même avec celui-ci qu'elles ont découvert l'animation japonaise. Death Note, c'est aussi un animé reconnu pour sa profondeur par certains moments, en faisant poser des questions de justice, de morale, ainsi que de pouvoir. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas familiers avec l'animé, on suit un étudiant qui s'appelle Light Yagami et qui est très brillant mais surtout dégoûté de la société dans laquelle il vit. C'est alors qu'il découvre un cahier qui tombe du ciel avec marqué sur la première page Death Note. On découvre à l'intérieur un ensemble de règles avec une qui ressort plus que d'autres, celle de pouvoir tuer n'importe qui en marquant son nom dans le cahier, à condition de penser au visage de celle-ci. Light décide de l'utiliser pour purifier le monde en tuant tout criminel jugé ou non, afin qu'il en soit le seul juge et d'instaurer sa propre justice. Problème, un obstacle vient très vite ralentir les actes de Light, elle. C'est un enquêteur reconnu dans le monde et qui a très vite été alerté par les autorités japonaises. Il est au même point que Light côté intelligence et on va donc suivre leur combat d'intellectualité et surtout de morale entre les deux. Petit avertissement avant de continuer, si vous n'avez jamais regardé Death Note, je vous conseille d'aller le regarder car cette vidéo contient des spoilers. Si cela vous apporte peu, ou pour le reste des personnes qui connaissent déjà, commençons notre analyse. Vous, si vous aviez la possibilité d'avoir ce Death Note entre vos mains, qu'auriez-vous fait? Eh bien ici, on suit le point de vue de Light et de comment est-ce que lui s'y aurait pris et comment est-ce qu'il aurait agi. Étant très brillant à l'école, il excelle dans tous les domaines. Et le fait de le suivre à travers cette histoire montre comment le Death Note aurait pu être utilisé de manière parfaite. Ou du moins, c'est ce qu'on peut penser. Parce que ici, ce qui a fait que Light a perdu à la fin n'est pas à cause de Nier, pas à cause de elle, ni même à cause de Mikami, non. Ce qui a causé sa perte, c'est lui et lui seul. Même si l'exécution de ses actes était parfaite, honnêtement il avait toujours un coup d'avance sur n'importe qui, et ça s'est vu à plusieurs moments. D'abord, on a le moment où il s'est fait emprisonner exprès pour faire croire qu'il n'était pas Kira, ce qui a marché. C'est très intelligent, lui seul connaissait les règles du Death Note, il pouvait donc se permettre de le manipuler comme bon lui semblait. Le deuxième moment que je voudrais évoquer, c'est celui avec Naomi Misora. Remise en contexte, Naomi Misora, c'est la veuve de Ray Penber, qui était un agent du FBI envoyé au Japon pour enquêter dans le secret sur les agissements de Kira et des possibles personnes de qui il pourrait être. C'est aussi cet agent qui surveillait les proches de Light. Et celui-ci s'en rend compte très rapidement, et dans une organisation plus que minutieuse, Light tue Ray avec le cahier. Alors quand il se rend au commissariat et que juste à côté de lui se trouve la femme de celui qui l'a exécuté, il ne peut pas se permettre de la laisser seule. De plus, c'est une ancienne agent du FBI aussi. Elle déduit très rapidement que la mort de son fiancé n'est pas qu'un simple accident, et en entendant son histoire, Light se rend compte qu'elle commence à en savoir un peu trop. Il décide alors de proposer son aide afin qu'elle passe par lui pour avoir le chef de la police directement. Et je le rappelle, le père de Light, c'est le chef de la police japonaise. Alors s'ensuit une sorte de conversation entre nos deux personnages. Naomi, elle, se méfie au départ et refuse de dire son véritable prénom à Light, qui est quant à lui dans le flou total, et fait tout pour la manipuler. Mais après que Light lui ment en révélant qu'il fait partie des forces spéciales, travaillant pour elle, Naomi finit par lui faire confiance et lui révèle son vrai nom complet. Et là, c'est trop tard pour elle. Light écrit son nom dans une page du Death Note, l'obligeant à se suicider sans qu'on la retrouve. Mais je voudrais quand même attirer votre attention sur quelque chose ici. Depuis le début de l'animé, Light élimine les criminels et menaces qui se trouvent sur son passage. Hésitant sur certains points, il a encore une certaine morale. Mais là, ce passage, ce moment où son ego prend le dessus sur sa morale, c'est le point de non-retour. C'est son côté psychopathe qui prend l'avantage sur lui. Il vient de tuer une personne, une innocente, qui voulait simplement trouver une raison au décès de son mari. Une femme en deuil, encore choquée de la disparition de son conjoint. Ici, Light ne ressent rien. Pas de remords, pas d'hésitation. Au moment où il aperçut Naomi dans le commissariat, c'était déjà la fin pour elle. Personne n'échappe à Kira. En fait, là, on a même son point de vue. Elle n'est même plus considérée en tant que personne, mais en tant qu'obstacle. On ne le voit pas tout de suite, mais Light est un fou. Sa psychologie est malsaine et rentre dans les cases de la triade sombre. Ce passage dans l'animé me permet donc de vous introduire à une théorie de la personnalité qui permet de révéler les personnes qui recherchent le pouvoir, le contrôle et l'influence sur les autres. Cette théorie a été établie par deux hommes, Delroy Paul Huss et Kevin Williams. L'un est professeur de psychologie, il est spécialisé dans l'étude de la personnalité, du mensonge social et des traits sombres, tandis que l'autre est psychologue. Tous deux sont à l'origine de ce concept.
En 2002, il publie une étude et il regroupe 3 traits de la personnalité, le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie. L'idée ici, c'est de comprendre comment est-ce que ces caractéristiques, souvent éloignées, peuvent apparaître chez certaines personnes et interférer sur leur comportement dans le social et notamment dans la manipulation, la domination ou le manque d'empathie. Ça ne vous rappelle personne ? Ces traits ne sont pas anodins et on les retrouve tous chez Light. Déjà, on a le narcissisme. C'est le sentiment de supériorité, un ego fragile mais énorme. Light est convaincu qu'il est l'élu et que lui seul peut purifier le monde. Il sait qu'il est très intelligent et qu'il maîtrise ses compétences, alors il n'hésitera pas à s'en servir, ce qui accentue son complexe de supériorité. Son but n'est pas que les gens l'acclament ou bien qu'il soit reconnaissant envers lui et envers ses actes. Tout ce qu'il veut, c'est imposer ses idées, sa domination, bref, sa justice. Et ça, c'est prouvé dès le 2e épisode. Il commence même à se comparer à un dieu. Devant Ryuk, c'est même un peu dénigrant pour lui. Là où l'ancien Light avait un certain idéalisme, celui-ci se transforme en narcissisme. Il ne se considère même plus comme un humain, mais comme quelque chose de supérieur aux autres. Un autre point, c'est aussi son apparence. Light est toujours soigné. Il fait à chaque fois attention à ce que les gens pensent de lui en le voyant. Cela lui permet de convaincre ou de manipuler plus facilement. Et ce n'est pas un secret pour lui. Il est même au courant. Il s'en sert comme une arme, ça lui permet même de tromper les autres. Son narcissisme atteint son paroxysme lors du dernier épisode. Nier donne rendez-vous à tout le monde dans un entrepôt pour confronter Kira et en finir pour de bon. Light, qui lui est très confiant et sûr de sa victoire, pense encore qu'il a tout prévu. Mais c'est sans compter Nier qui avait déjà tout prévu en déjouant le plan de Light et en prouvant que c'est lui le véritable Kira. Et pourtant, alors que sa défaite est cuisante, que les preuves sont là, il continue de nier et de clamer son innocence. Alors qu'il sait qu'il a perdu. Il perd alors ses moyens. En disant que c'est lui, le seul capable de juger ce monde, et que personne d'autre, à part lui, aurait pu le faire. Et là, on découvre le véritable Light. Son narcissisme prend le dessus. Même plus de morale, il ne supporte pas l'idée que quelqu'un l'ait dépassé, que quelqu'un soit supérieur à lui. Tout ça montre parfaitement comment est-ce que le narcissisme peut rendre quelqu'un incapable de reconnaître ses erreurs et sa propre supériorité. Et dans cette scène, il a encore la confiance de certaines personnes qui l'accompagnent depuis le début. C'est-à-dire que depuis tout ce temps, du moment où il est entré dans les forces spéciales jusqu'au moment de sa chute, il les manipule pour les avoir de son côté. Et ça, c'est la deuxième partie de la triade sombre, le machiavélisme. La manipulation froide et calculée. Ça, je vous l'avais déjà montré lorsqu'il joue de la confiance de Naomi. Il la manipule afin d'obtenir son véritable nom tout en jouant sur l'empathie. Une autre chose que je ne vous ai pas dit sur ce moment, c'est la durée de la scène. Nous, en tant que spectateurs, ce passage dure presque un épisode entier. Mais dans l'animé, en temps réel, Light la manipule pendant presque 1h30. On se rend pas compte quand on regarde, car le but d'un animé, c'est avant tout de nous divertir. Mais si on se met à la place de Light, 1h30, c'est énorme. 1h30 de tension, de choix minutieux sur les mots. À aucun moment il était de son côté. Et pendant tout ce temps, son seul but, c'était de l'éliminer. Et les conséquences de cette scène se révèlent quand Naomi apprend qu'il est Kira. Son visage change. Elle sait que c'est terminé pour elle. Regardez son émotion. C'est pas de la simple peur, elle est effrayée. Baladée depuis 1h30, elle se rend compte que la personne avec qui elle est restée est l'assassin de son mari. Tandis que à côté, Light change aussi. Ça, c'est pendant qu'il discute avec elle, et ça, c'est au moment de la révélation. Il est fier. Pas d'empathie, seulement de la fierté. Uniquement car il a gagné le combat contre elle. Et c'est ça, le machiavélisme. Et c'est la même chose quand elle lui révèle qui il est à Light. Une posture parfaite, aucune surprise, pas de réaction. Alors qu'il trépigne de l'intérieur, il est en ébullition. Son némésis est juste à côté de lui. Il fait genre d'être surpris et même admiratif envers elle pour ne pas attirer les soupçons. Là, Light utilise de la psychologie inversée. Il se dit carrément flatté que elle le soupçonne d'être Kira. Ça apaise tout de suite la situation et il joue à la carte de la transparence et pousse même elle à douter de ses propres intuitions. Il adapte sa personnalité à la situation, pas de spontanéité, tout est calculé. Light sait comment agir, son apparence et donc son narcissisme lui sert pour son machiavélisme. Et on pourrait dire que ces deux traits découlent sur un troisième, la psychopathie. Et encore une fois, Light rentre dans cette case. La psychopathie, c'est l'absence totale d'empathie. Le fait d'avoir un détachement complet émotionnel et surtout un plaisir dans le contrôle ou la destruction. Un exemple flagrant, c'est l'épisode de la mort de Elle. Pendant tout l'épisode, on voit que Elle doute énormément sur le fait que Light est Kira, mais tous les deux travaillent au même endroit et sont très proches. Pendant cet épisode, on dirait qu'ils sont presque devenus amis,
Ils se ressemblent beaucoup et se trouvent chez l'un et chez l'autre. Leur amitié, si on peut appeler ça comme ça, est un peu étrange. On dirait que elle éprouve même de la sympathie envers lui. Elle essuie les pieds de Light après qu'il se soit mouillé dehors à cause de la pluie. C'est un geste presque symbolique. Ça marque l'humanité chez lui. Pendant le début, elle est très seule et solitaire. Alors le fait de le voir agir comme ça, avec Light, peut être considéré comme une preuve de gentillesse. Mais Light n'en a que faire. Il est distant et n'éprouve que de la haine. Et c'est alors que, peu après, pour protéger Misa, Rem écrit les noms de elle et Watari dans le Death Note. Elle tombe dans les bras de Light. Personne ne voit son visage, sauf nous, en tant que spectateurs. Il sourit, c'est pas normal. Il sourit à un mort. Mais ce n'est pas le sourire que vous faites quand vous êtes content. Non. Ici, Light ne fait qu'un rictus, mais un rictus glaçant. Il a gagné, il a carrément réussi à manipuler un dieu de la mort. Pas la moindre compassion, ni la moindre empathie. Que du plaisir dans cette mort. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on peut même voir que elle a le temps de voir Light en train d'apprécier le moment. Comme un message qu'il veut faire passer avant qu'il ne parte. Un message pour lui dire qu'il avait raison depuis le début, mais que c'est au final lui qui a gagné. Objectivement, personne ne réagit comme ça à la mort de quelqu'un. Il suffit juste de regarder les autres personnes dans la pièce pour s'apercevoir que le seul fou dans la salle, c'est lui. C'est Light. Il n'éprouve aucun sentiment, et ça dès le premier épisode. Il tue des dizaines de personnes, certes des criminels, mais sans hésitation. Et seulement après quelques minutes, après avoir réfléchi sur le fait de le faire ou non. On parle d'enlever la vie à des gens, et il dit même « ce monde est pourri ». Ceux qui le salissent doivent disparaître. Il n'a pas de culpabilité. On dresse tout de suite le profil de Light dès le début de l'anime. Quelqu'un de froid, sans émotion. Bref, le profil parfait d'un psychopathe. Light, c'est le parfait candidat de la triade sombre. Il est narcissique, machiavélique et surtout psychopathe. Il ferait tout pour arriver à ses fins, quoi qu'il en coûte. Et c'est le sosie complet d'un financier américain, ou plutôt arnaqueur, du nom de Bernie Madoff. Bernie Madoff, c'est un gars qui a réalisé la plus grande pyramide Ponzi que l'histoire ait jamais connue. Pour ceux qui ne sauraient pas, on appelle une arnaque système de Ponzi quand l'argent des nouveaux investisseurs sert à payer les anciens, au lieu d'être réellement investi. Ce système marche tant qu'il y a des nouveaux clients et donc de l'argent. Mais si ça s'épuise au bout d'un moment, la pyramide s'effondre. Et c'est ce qu'il s'est passé pour Bernie. Dites-vous que son arnaque a été évaluée à plus de 65 milliards de dollars. Et c'est pas la petite arnaque, hein. Le mec a fait croire à des milliers de personnes, que ce soit des banques, des associations caritatives, ou bien des gens lambda comme vous et moi, qu'il leur faisait gagner de l'argent, alors qu'il ne faisait qu'utiliser l'argent des nouveaux pour rembourser les anciens. Son manège a duré 48 ans, 50 années à faire tourner une entreprise qui se présentait comme une société d'investissement. Tellement reconnue qu'elle se hissait dans les sociétés principales d'investissement à Wall Street. Mais alors, comment c'est possible? Eh bien, c'est très simple. Tout comme Light l'est lui aussi, Bernie possède les 3 traits de la triade sombre. D'abord, Madoff se voulait être comme un homme intouchable à Wall Street, un modèle, quelqu'un de respecté. Au fil des années, il s'est construit une image de stabilité, de confiance et surtout d'élégance morale. Mais à côté de ça, il refusait les critiques, détestait être remis en question et adorait être admiré par les gens puissants. Ça, c'est le narcissisme. Tout comme Light, ils ont une image parfaite et un ego surdimensionné. Là où Light voulait être le nouveau dieu du monde, Madoff voulait être le sauveur des investisseurs. Vous vous souvenez, j'avais parlé de la manipulation que Light pouvait avoir. Madoff, lui, manipulait avec précision lui aussi. Toujours un ton calme et rassurant. Il mentait en falsifiant ses documents et ne montrait jamais les vrais chiffres. Lui, il contrôlait tout. Et dans sa manipulation, si les gens commençaient à avoir un doute, alors il se montrait plus souple. Tout comme Light, Madoff ne considère pas les gens comme des personnes, mais comme une stratégie supplémentaire. Une pierre qui vient se rajouter à son édifice. Tous les deux font croire qu'ils s'agissent pour le bien, mais au final, ils ne vivent que pour leurs intérêts personnels. Et c'est là qu'entre le trait final, l'absence d'empathie et de remords, la psychopathie. Il a tout avoué, froidement. Aucune émotion. Tout n'était qu'une simple image. Il a même menti à des associations caritatives. Et très clairement, je vais pas être doux, c'est une merde humaine. Ce gars s'est cru tout permis pendant des années. Il se croyait au-dessus de tout le monde pour qu'au final, tout le ciel lui retombe dessus. Mais il s'en fout. Que ce soit les familles endettées ou les associations qui ont dû mettre fin à leurs activités à cause de lui, il a ruiné des milliers de vies. Et même après tout ça, il se croyait encore comme une victime de la société. Pour Madoff, c'était eux les fautifs. Et surtout pas lui. Attention, on peut rien lui reprocher, hein. C'était l'être parfait. L'élu de Wall Street. Quand l'un tue pour créer un monde meilleur, l'autre triche pour enrichir ses clients. Deux morales qui, pour eux, justifient leur acte, alors que rien ici n'est pardonnable. Et dans tout ça, je n'ai pas parlé de Mikami, qui lui aussi a eu un impact énorme. Il n'entre pas parfaitement dans les cases de la triade sombre, ou du moins, pas de la même manière que Light, et ce qui le rend encore plus intéressant psychologiquement. Là où Light est toxique, lui, c'est plus un ange déchu. Il est dans cette situation à cause de son destin tragique. Il y a plusieurs choses qui le différencient avec Light. Déjà, le narcissisme de Mikami est dérivé, pas central.
C'est-à-dire qu'il ne se croit pas supérieur aux autres à cause de son image, mais grâce à ce qu'il incarne. Il ne veut que servir Kira. Il est persuadé de participer en bien à la future justice de ce monde. En psychologie, c'est ce qu'on appelle le narcissisme idéologique, ou plus simplement dérivé. Light représente le narcissisme principal, Mikami, lui, le narcissisme de dévotion. Mais c'est pas tout. Là où Light manipule, Mikami juge. Et c'est la grande différence entre machiavélisme et fanatisme. Il ne joue pas un rôle, il le vit. C'est même plus de la stratégie, ça devient une pratique à part entière. Et personnellement, je trouve ça encore pire ici. Quand on le suit, on le voit régler comme une horloge, méthodique, chaque heure est catégorisée. Même ces heures où il doit passer à l'acte. C'est carrément obsessionnel, mais pas au point de Light où lui calcule tout. Et enfin, Mikami ne prend pas de plaisir à tuer, même si des scènes pourraient le laisser sous-entendre. En fait, ici, il prend surtout cette mission envoyée par Kira comme un devoir. Il est convaincu que ne pas y répondre serait une faute morale. Nuance donc avec Light, Mikami sacrifie sa morale pour servir un idéal. C'est une froideur émotionnelle d'un croyant plus qu'extrême, c'est une psychologie idéologique. Ici, avec Mikami, c'est l'exemple parfait que la triade sombre ne se limite pas à une seule motivation. C'est en fonction des nuances de chacun. La psychologie des personnes peut rentrer dans cette triade, mais attention, pas tout le monde, il ne faudrait pas généraliser. De toute façon, Light, c'est un manipulateur conscient de ses actes, Mikami, ici, agit aveuglement. Mais dans les deux cas, tous deux sont dépourvus d'empathie. On se rend compte que Death Note, c'est plus qu'un simple animé. Même si son auteur assure qu'il n'a voulu passer aucun message à travers son œuvre, il n'est pas stupide d'y voir des choses. Le fait que les personnages de Death Note peuvent très bien être retranscrits avec la psychologie des personnes dans la vraie vie en est une preuve. La triade sombre, c'est plus qu'une simple analyse, c'est une justification des actes de certaines personnes, et surtout, un essai sur la compréhension des agissements d'une personne qui pourrait rentrer dans ces cases. Light et Madoff sont des exemples parfaits de cette analyse. Mais le problème avec eux, c'est qu'à la fin, ce qui les conduit à leur défaite, ce ne sont qu'eux-mêmes. Aveuglés par leur narcissisme, pensant tout contrôler avec leurs techniques de manipulation relevant du machiavélisme, et bien sûr, avec un manque total d'empathie et de remords digne d'un psychopathe de haut niveau, comme à la fin de chaque histoire, et comme l'a dit un grand groupe de musique, ainsi le gagnant remporte tout, et le perdant doit s'incliner.